Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment effectivement extrêmement contente d'être là et d'entendre le petit bruissement d'une salle de cinéma qui est pas complètement pleine, mais quand même un petit peu, et de gens qui ont effectivement bravé le froid et qui n'ont pas peur d'avoir peur. Ce qui est parce que voilà, on va un petit peu parler de choses pas forcément très zen, on va dire, aujourd'hui. Effectivement, donc, on va parler du cinéma d'horreur. Et en fait, là, le public que je vois est assez représentatif, je pense, du vrai public du cinéma d'horreur, qui est beaucoup plus féminin qu'on ne le pense, en fait. Donc, je vais essayer aujourd'hui de déconstruire un peu pas mal peut-être de clichés sur le cinéma d'horreur, sur qui fait le cinéma d'horreur, sur qui regarde, sur ce qu'on y voit. Donc ça va être un peu voilà mon défi pour aujourd'hui. Et puis le but, ce sera surtout de vous donner envie de voir, comme d'habitude, un maximum de films et pourquoi pas des films d'horreur. Donc je vais commencer par déconstruire un premier cliché en me demandant qui regarde les films d'horreur. Et quand je disais que vous étiez assez représentatif du public, je vais vous donner quelques chiffres. Alors le cinéma d'horreur, c'est un genre auquel on va souvent reprocher sa misogynie, par exemple. Quand on parle de cinéma d'horreur, on entend souvent que le cinéma c'est fait pour les ados garçons, et certains commentateurs vont vraiment relever principalement le fait que le cinéma d'horreur exploite et brutalise le corps des femmes. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une affiche assez représentative de cette exploitation du corps féminin, puisque là, c'est on va dire un film de rape and revenge, donc voilà, de viol et de vengeance du personnage féminin. Et sur l'affiche, évidemment, voilà, on exploite le corps féminin de l'héroïne. Donc le genre est souvent accusé d'être misogyne, mais pourtant, les spectatrices vont assez massivement voir le cinéma d'horreur, et je vous ai trouvé quelques chiffres autour de films récents. Et vous voyez qu'en fait, pour certains films, les femmes sont même majoritaires au cinéma en tant que spectatrices. Qu'il s'agisse du film de possession, comme Conjuring, on peut parler de film de possession, de film de home invasion, donc quand on va essayer de s'introduire de force dans une maison avec des intentions pas forcément très sympathiques, ou bien du film de fantôme, comme c'est le cas de Mama. Donc voilà un premier préjugé à faire tomber, les femmes vont voir des films d'horreur. Alors je suis un exemple aussi, puisque donc de cela, puisque j'adore absolument depuis toujours le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique, et que je travaille sur ces questions-là aussi, mais vous voyez que je ne suis absolument pas la seule. À l'écran, ce que l'on peut voir aussi, c'est que le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur en particulier s'intéressent particulièrement au corps, aux questions autour du corps, évidemment parce que voilà, le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique permettent de faire absolument tout et n'importe quoi avec le corps, le mixer avec des créatures, le découper en divers bouts, le digérer, le recracher, etc., etc. Il va y avoir quelques images, je vous préviens, pendant le cours, mais normalement, ça devrait aller. Personne n'a moins de 12 ans. C'est bon. Il y a des moins de 12 ans dans la salle. Je préviendrai avant de passer les images. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc le cinéma d'horreur s'intéresse évidemment aux questions du corps. Et en fait, le cinéma d'horreur, contre toute attente, c'est le cinéma qui montre le plus de femmes. Je vais vous rappeler juste rapidement le temps de parole, tout genre confondu, qui est attribué aux femmes au cinéma, aux personnages féminins. Donc voilà, en prenant les 100 plus gros succès au box-office américains, mais des études ont été faites sur la France et on est à peu près au même pourcentage, on est autour de 30%. Donc quand on prend tous les personnages parlants dans les films, on arrive à peu près 30, on va dire en moyenne 30%, 36% en 2020, de personnages parlants qui sont des femmes. Et le seul genre cinématographique où les femmes parlent le plus et sont plus présentes à l'écran que les hommes, c'est le cinéma d'horreur. Donc, voilà, même dans la romance ou dans les films romantiques, dans les comédies,
les femmes sont moins nombreuses que les hommes. Alors que voilà, donc le temps de présence des femmes à l'écran dans le cinéma d'horreur, vous voyez, c'est 53%. Et le temps de parole, c'est un peu moins que les hommes, mais c'est quand même le genre qui fait le plus parler les femmes. Alors, je ne sais pas si dans les calculs qui ont été faits donc, pour cette étude, on compte vraiment le temps de parole ou si on additionne aussi le temps de cri, ce qui peut considérablement changer les chiffres. Mais n'empêche que, voilà, une idée reçue sur en fait, le cinéma d'horreur est un genre extrêmement féminin, beaucoup plus que d'autres, que la plupart des autres. Alors, le cinéma d'horreur est un genre donc, voilà, que les femmes vont voir, qui montre des femmes. Et je vous montrerai dans une seconde partie du cours deux types principaux de personnages féminins qu'utilise le cinéma d'horreur, que sont donc la Scream Queen et la Final Girl. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais ce que je voulais commencer à dire je voulais d'abord m'intéresser à ce qui se passe derrière la caméra avant de vous parler de ce qui se passe devant la caméra, puisque le cinéma d'horreur est aussi fait par les femmes depuis toujours et à peu près dans tous les genres. Donc évidemment, je n'ai pas le temps d'être exhaustive, ni de peut-être que certains vont être très frustrés et me dire mais ma réalisatrice préférée de cinéma d'horreur n'est pas là, etc. Je m'en excuse par avance. J'ai fait des choix totalement subjectifs, mais quand même j'ai essayé de proposer un panorama du travail des femmes dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma fantastique. Donc derrière la caméra, il y a toujours eu des femmes. Je voulais vous parler, par exemple, de Lois Weber. Alors Lois Weber, elle ne fait pas du cinéma d'horreur comme on peut l'entendre aujourd'hui. Elle n'a pas fait de films avec des monstres, avec des créatures, mais elle a fait quand même ce qui peut être, sans doute, il y a peut-être d'autres exemples, hein, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas. Ce qui peut s'apparenter au premier film de Home Invasion, donc, qui est un sous-genre du cinéma d'horreur, donc, où un intrus pénètre dans une maison et agresse les personnes qui y habitent, donc qui envahissent sa maison, avec un film qui s'appelle Suspense. Alors, je vais vous montrer, donc, qui date de 1913. Je vous montre donc déjà juste une capture d'écran, parce que dans ce film de 1913, il y a aussi une utilisation du split screen absolument prodigieuse. Donc l'histoire est simple, hein, il y a 3 personnages. Au milieu, le mari qui est loin. À droite, c'est Lois Weber, la réalisatrice, qui joue dans le film. Lois Weber donc, incarne la femme qui est seule à la maison avec son bébé. Et à gauche, vous apercevez les pieds du dangereux vagabond qui rôde et qui est en train de récupérer les clés sous le paillasson pour s'introduire dans la maison. Donc je vais vous montrer un extrait. Puis, alors, je ne sais pas si je pense que ça va vous évoquer quelques films plus connus. Alors, je vais pas vous le montrer en entier, je vais vous montrer la fin. Alors, en gros, la femme s'aperçoit que le rôdeur rôde et s'apprête à entrer. Et elle téléphone à son mari qui prend la voiture et fonce la retrouver pour la défendre. Le mari donc va beaucoup trop vite et est poursuivi par la police. Et donc, vous allez voir aussi comment la réalisatrice a filmé la poursuite en voiture. On est, je vous le rappelle, en 1913.
Bon, ça se termine mieux que dans Shining, mais il y avait un petit air quand même dans l'ouverture de porte. Loïs Weber, donc vous voyez, on est en 1913. C'est un film qui joue vraiment. Alors, c'est un film qui s'appelle Suspense, qui joue vraiment sur la montée de la peur et qui utilise déjà des codes en fait qu'on va retrouver dans les films de home invasion plus tard, et avec notamment les plongées, les gros plans sur le regard du tueur, et puis cette façon de bloquer les personnages dans les pièces et puis de rentrer comme ça en détruisant la porte. On a quelque chose qui commence à ressembler un peu à du cinéma d'horreur. En tout cas, l'idée, c'était vraiment là de provoquer l'angoisse dans ce film. Louise Weber, je vous dis juste 2 mots parce que je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle mériterait d'être plus connue. Louise Weber, elle est née en 1881, hein, donc on parle quand même d'une pionnière de l'histoire du cinéma, de l'industrie du cinéma. C'est quelqu'un qui a tourné beaucoup de films qui sont donc des films muets, qui sont souvent controversés parce que ce sont des films qui évoquent des problématiques comme l'avortement, la contraception, le racisme, par exemple. C'est une cinéaste qui avait vraiment une grande conscience sociale, qui parlait de sujets qui sont encore aujourd'hui assez tabous, hein, aux États-Unis notamment. Elle évoque la peine de mort, la prostitution, etc. Donc, et elle se concentre aussi dans ses films beaucoup sur le point de vue et sur les problèmes qui sont assez féminins. Et donc, elle va vraiment mettre en scène une majorité de personnages féminins dans les rôles principaux. À l'époque, c'était la réalisatrice la mieux payée de son temps. Et elle a toujours été en fait au cœur du système hollywoodien. C'est quelqu'un qui a participé au département des scénarios, par exemple chez Universal, qui a été donc réalisatrice, qui a enseigné, qui a fait de l'éducation à l'image aussi, puisqu'elle pensait qu'on faisait mieux passer les idées par le cinéma que par tout autre moyen. Donc et c'est quelqu'un qui était extrêmement qui s'affirmait dans l'industrie en disant, à un moment, elle a arrêté de tourner pour les studios, et elle a dit en 1928, et quand on lui demande quand elle retournera à nouveau, elle répond, quand je trouverai un producteur qui pense que je suis assez intelligente pour travailler seule avec ma propre équipe. Donc c'était une femme qui savait ce qu'elle voulait et qui vraiment voulait affirmer son style aussi, et un type de personnage qui était assez peu visible à l'époque. Et en tout cas, avec Suspense, pour moi, elle met vraiment en place quand même certains codes du cinéma d'horreur. Donc ça, Loïs Weber, c'est vraiment une pionnière, hein. Mais dans le cinéma d'horreur, il y a eu aussi des femmes réalisatrices qui œuvraient dans, pareil, un cinéma qui est considéré quand même comme assez... très masculin, c'est-à-dire le cinéma d'exploitation. Le cinéma d'exploitation donc des années de la deuxième vague, on va dire, du cinéma d'exploitation, donc plutôt dans les années 50-60. Et je voulais vous parler de cette réalisatrice qui, pareil, a une histoire assez incroyable, hein, Doris Wishman, qui, elle, est née en 1912. Alors, on n'est pas très sûr de sa date de naissance parce qu'elle était très, très joueuse. Et donc, à quelques années près, on ne saura jamais vraiment son âge. En tout cas, elle a fait une trentaine de films, et surtout entre 59 et 77, des films qui relevaient de ce qu'on appelle la sexploitation, donc des films un peu sexy, des nudies, donc des films dans des camps de naturistes. Elle twistait le camp de naturistes en le mettant sur la Lune, par exemple, ce qui donnait des films, un film qui s'appelle Nude on the Moon, des nudistes sur la Lune, voilà. Bref, c'était assez rigolo. Et donc ces films, pour faire ces films, elle a pris beaucoup de pseudos masculins, parce qu'elle était persuadée et elle savait aussi que les films de sexploitation ne se vendraient pas. Elle pensait ça, en tout cas, ne se vendraient pas s'ils étaient signés par une femme. Donc, elle prenait des pseudos masculins pour pouvoir faire ses films. Elle a commencé à faire des films au moment où elle est devenue veuve et qu'elle a touché un petit héritage. Hein, donc, elle a exploité son héritage. Et elle a fait des films jusqu'à la toute fin de sa vie, et notamment son film gore. Donc, son film gore qui s'appelle A Night to Dismember. Voilà, je vous laisse traduire.
qui est donc, voilà, c'est un film où effectivement il y a pas mal de bouts éparpillés, on va dire ça comme ça. Et elle a fait ce film en 83, donc je vous laisse calculer, elle avait plus de 70 ans. Et alors ça n'est pas son dernier film, parce que son dernier film est un film porno. Doris Wishman est une réalisatrice assez, vraiment qui occupe tous les champs du cinéma d'exploitation. Ce que je trouve assez remarquable dans son travail, c'est qu'elle opte aussi pour un point de vue féminin. Quand je dis un point de vue féminin, c'est-à-dire qu'elle transmet le point de vue des personnages féminins. Par exemple, dans Bad Girls Go to Hell, il y a une séquence de viol, et le viol est vu du point de vue de la femme violée. Donc, effectivement, elle fait du cinéma d'exploitation, du cinéma de sexploitation, mais avec un point de vue un peu différent de ce qu'on peut trouver, pas dans tous ces films, hein, soyons honnêtes, mais dans celui-là, dans Bad Girls Go to Hell, en tout cas, oui. Ce qui m'a intéressé aussi par rapport au sujet d'aujourd'hui, dans le fait de vous présenter Doris Wishman, c'est que c'est une réalisatrice qui a été assez méprisée en tant que femme. Par exemple, quand elle a été l'objet de rétrospectives à la Cinémathèque de Toulouse en 2003, la petite présentation sur le site de la Cinémathèque disait après un mémorable Let Me Die a Woman, la donzelle décide, avec une acuité toute féminine, de faire ses premiers pas dans le film d'horreur. Mais il fallait bien se douter qu'avec Doris Wishman, rien ne se passerait comme prévu. Le tournage se déroule sans encombre. Comme à son habitude, Miss Wishman déplace sa caméra en zigzag, s'attardant plus que de raison sur les meubles, bibelots, chaussures et autres éléments du décor, totalement étrangers à l'intrigue. Donc, il y a dans ce côté un peu la donzelle avec une acuité toute féminine et le Miss Wishman, on a un petit côté un petit peu condescendant quand même dans la présentation de cette réalisatrice à qui on reproche presque son objet, le type de film qu'elle a choisi de faire. En tout cas, voilà, en 83, on a cette femme qui travaille depuis les années 50 dans le cinéma d'exploitation, qui produit un film gore. Alors en 83, c'est pas un hasard, hein, puisque on est en plein dans la vague de succès Halloween, Vendredi 13, etc. Tous les slashers du début des années, de la fin des années 70, du début des années 80, et en bonne cinéaste d'exploitation, elle exploite ce qui marche à ce moment-là, c'est-à-dire le cinéma d'horreur. Donc je ne vous montrerai pas un extrait. Ces films sont assez difficiles à trouver, mais pour les amateurs, vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer le film. Il existe quand même en DVD. Une autre... alors là, je vais vous présenter 3 réalisatrices en particulier qui ont travaillé de plus ou moins longtemps avec Roger Corman. Roger Corman, donc, qui était un producteur et un réalisateur de cinéma d'exploitation, mais on va dire un peu moins fauché quand même que Doris Wishman, et qui a eu qui est assez controversé dans sa façon de traiter les gens avec qui il travaille et d'exploiter les gens, mais on peut quand même lui accorder qu'il a embauché des femmes, et notamment Stéphanie Rothman, qui a été son assistante au départ et qui ensuite à qui il a confié la réalisation du premier film de sa nouvelle maison de production qui s'appelait New World Pictures. Donc c'est le film que vous voyez ici, Student Nurse, qui a eu un énorme succès. Et donc ça lui a permis de travailler ensuite sur d'autres films, et notamment Velvet Vampire. Alors là, que la Hammer n'aurait pas renié, hein, pour celles et ceux qui auraient suivi le cycle Midi Minuit Fantastique et l'exposition qui est quand même, dans laquelle on retrouve beaucoup de films de la Hammer, ce studio britannique qui a mis en scène Christopher Lee et Peter Cushing notamment. Velvet Vampire, c'est un film de vampire, mais encore une fois, cette femme réalisatrice, donc Stéphanie Rothman, elle se distingue du tout venant de la production en essayant de coller en fait aux luttes féministes de l'époque. Donc le film Velvet Vampire, on est dans les années 70. Et Stéphanie Rothman, c'est une cinéaste qui est assez engagée, qui est féministe, et qui veut essayer de proposer un discours social dans ses films,
tout en restant dans le cadre de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on voit évidemment de la nudité et de la violence, ça fait partie du contrat, mais par contre, elle essaye de travailler sur les stéréotypes à l'intérieur de ce genre et de ce format, de ce type d'exploitation. Elle essaye de renverser en fait les stéréotypes. Et par exemple, là, elle va dans Velvet Vampire, elle va montrer des hommes qui prennent plaisir à se faire mordre et à se faire maltraiter par la femme vampire du titre. Elle y arrive en fait si bien. Je vais vous montrer un petit extrait, enfin pas un extrait, mais la bande-annonce. Alors je suis désolée, je l'ai pas trouvé en VO, mais bon, c'est pas très grave. La voix, le grain de la voix et tout ça permet d'apprécier la bande-annonce, même si on comprend pas. Donc, dans ce film, elle rend compte du point de vue de son héroïne vampire. Et en fait, ces films, l'ensemble de son œuvre, elle a réalisé 7 longs métrages, va être repris et admiré et commenté par des universitaires féministes qui travaillent dans le champ des études cinématographiques, par exemple Claire Johnston ou Pam Cook, qui vont vraiment présenter ces films comme des films féministes, alors même qu'ils appartiennent vraiment au cinéma d'exploitation et qu'ils sont produits par Roger Corman, qui n'est pas le plus féministe des réalisateurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vous passe l'extrait, la bande-annonce de Velvet Vampire pour que vous ayez une idée de l'ambiance de ce type de film. You will meet her at night. In a dark place. She's beautiful, and she's waiting for you, waiting to love you to death. Who was this strange and beautiful creature who called herself Diane, who lived among the dead and the forgotten? Diane, there's one thing I don't get. The headstone said your husband died in 1875. And what were her sinister plans for the attractive young couple she enticed into her evil world? What was the source of the malignant power by which she drew them into an endless night of unearthly horror? Velvet Vampire, starring Michael Blodgett, Sherry Miles, and Celeste Yarnow, in a strange triangle of love and death and terror. The Velvet Vampire. Bon, ça c'est un peu coupé abruptement. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un film qui appartient tout à fait au cinéma d'exploitation des années 70. Mais alors, quand on le voit en entier, évidemment, la bande-annonce ne joue absolument pas sur le côté féministe potentiel du film. Mais quand on le voit en entier, quand on analyse la mise en scène, les points de vue qui sont développés, on peut comprendre l'attachement des universitaires féministes et des intellectuels féministes pour ce type de film. D'autres femmes réalisatrices ont participé comme ça à ce cinéma d'exploitation d'horreur et de monstres des années 70 et notamment sous la houlette de Roger Corman. C'est le cas de Barbara Peters qui a réalisé Les Monstres de la mer. Alors elle voulait que son nom soit retiré parce que Roger Corman donc avait rajouté une scène de viol sans la prévenir, ce qui évidemment ne lui a pas plu. Mais en tout cas, voilà, vous avez aussi des femmes qui réalisent des films de monstres.
Et je voulais vous parler un peu plus de ce film-là, et de ce film de Amy Jones qui s'appelle, alors en français, c'est Fête sanglante. Bon, Fête sanglante qui est sortie en 82. Alors je vous le dis, on est vraiment en 82 dans le moment où le slasher. Ce qu'on appelle le slasher, ce sont ces films, donc les prototypes du slasher, c'est Vendredi 13, Halloween, donc où on a en gros un tueur fou, évidemment, qui traque et qui traque en général des jeunes gens, plutôt des jeunes femmes, mais pas seulement, et qui a pour particularité d'avoir une arme blanche, en tout cas pas un pistolet. Alors là, l'originalité de celui-là, c'est que c'est une sorte de perceuse, voilà, géante. Évidemment, le principe, c'est que ça permet... Slasher, le mot, ça vient aussi de slash, le fait de couper, le bruit que fait le sang quand il gicle, etc. Donc en tout cas, les slashers fonctionnent, ce sous-genre de l'horreur fonctionne très très bien à ce moment-là, dans les années 80, et encore aujourd'hui, mais dans les années 80, il explose, et on a plein de films qui se développent dans ce sous-genre. Et ce film-là est particulièrement intéressant, alors parce qu'il est réalisé par une femme, qu'il est scénarisé par une femme, donc Rita Mae Brown, et cette femme, Rita Mae Brown, en fait, c'était une militante, une intellectuelle militante pour les droits civiques, pour les droits des homosexuels, qui était elle-même lesbienne et féministe, et qui a écrit en fait le scénario de ce film pour en faire une sorte de parodie du cinéma du slasher, qui donc était en vogue à ce moment-là. Le résultat est moins parodique que son scénario parce qu'évidemment donc, il a été réalisé donc, par Amy Jones qui a un petit peu atténué quand même le côté parodique, et il a été aussi réalisé encore une fois sous la coupelle de Roger Corman, donc qui a sûrement un peu atténué ce côté qui dénonçait en fait le scénario de Rita Mae Brown dénonçait les stéréotypes des slashers, mais quand même, quand on voit le film, on se rend compte qu'il y a énormément d'humour. Rien que l'affiche, on est quand même dans quelque chose d'assez parodique. Bon, j'aime pas voir des symboles phalliques dès qu'on a un truc pointu, mais enfin bon, pour le coup, la mise en scène du méchant avec sa je ne sais pas, perceuse. Il y a tout un tas de séquences où il a la perceuse entre les jambes, il la remonte, il la rebaisse, etc. C'est assez clairement quand même, on va dire, un symbole phallique. Là, pour le coup, je pense qu'on peut se permettre l'interprétation. Et alors, Amy Jones, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, c'est une réalisatrice qui a été assistante pour Scorsese sur Taxi Driver, parce que Scorsese avait été épaté par son film d'étudiante qui a gagné tout un tas de prix, et il l'a embauché pour être son assistant sur Taxi Driver. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait filmer. Et donc, en fait, là, avec ce film, elle réalise une sorte de slasher méta. Elle anticipe complètement les Scream et les films de Wes Craven qui vont être ultra référencés, qui vont faire un commentaire du genre, tout en faisant un film de type slasher. Donc, c'est vraiment un film extrêmement intéressant qui met en place toute une... alors l'histoire est simple, des filles qui vont faire une soirée pyjama très dénudées se font traquer par un tueur qui donc a cette particularité de tuer les gens avec une perceuse. Et tout simplement, elles vont essayer de s'en débarrasser. Le film, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on a vraiment une équipe de filles. Et on a, contrairement, en fait, c'est sûrement ça qui est l'une des forces du cinéma d'horreur par rapport à la mise en scène des personnages féminins, c'est que les actrices regrettent très très souvent de ne pas avoir de rôle d'amitié féminine dans les films. C'est quelque chose qui revient souvent quand on a des documentaires sur la place des femmes dans le cinéma en général, c'est que souvent les femmes sont mises en rivalité. Donc on a, elles se battent pour un homme, elles se battent pour un emploi, elles se battent pour plein de choses, et il y a assez peu de solidarité entre femmes. Dans les films d'horreur,
Il y a beaucoup de solidarité entre femmes, et celui-là met vraiment en scène voilà, une bande de filles, un groupe de filles qui vont s'entraider pour venir à bout de ce tueur. Ce film a eu un bon succès, pour ce type d'exploitation de film, hein, ça a eu un certain succès, au point que 2 suites ont vu le jour. Les 2 suites réalisées par des femmes, et un remake dont vous voyez l'affiche, c'est par là, en bas à gauche. Donc un remake qui est disponible en VOD, qui est sorti, là, vous voyez, en octobre 2021, donc c'est tout récent, réalisé aussi par une femme, qui n'est pas sortie en salle, mais bon, et qui vraiment joue sur ce côté méta et sur la mise en place de personnages féminins qui se battent. Et alors, je ne sais pas si vous voyez sur l'affiche du remake, mais on voit qu'elles sont toutes armées. Parce qu'en fait, dans le remake, le principe, c'est qu'elles rejouent le premier film. L'alibi, c'est que l'une des filles du remake est la fille d'une de celles de l'original. Voilà. Et donc, qui a été traumatisée, évidemment, qui s'en est sortie, mais qui a été traumatisée, et donc elle veut piéger le tueur. Et donc, elles refont la partie de pyjama, dénudé, tout ça. Mais en fait, c'est juste un moyen d'attirer le tueur pour le tuer. Donc, il y a un renversement, là aussi, des pouvoirs en place dans ce remake. En tout cas, ce film, il est vraiment intéressant pour le discours qu'il produit sur la représentation des femmes, les 2 films, hein, c'est-à-dire l'original et le remake, sur la représentation des femmes dans le cinéma d'horreur, puisque c'est un film qui déjà dénonce les stéréotypes que l'on voit la plupart du temps dans les films, et dont je vais vous parler juste après. Les femmes, elles sont présentes aussi en tant que réalisatrices dans tout un tas de genres. Elles sont vraiment. On a l'impression que, il faut faire l'effort en fait de chercher les films. Et quand on les cherche, les films réalisés par les femmes, on voit qu'il y en a dans tous les domaines, dans tous les genres. Et donc là, par exemple, on a elles réalisent des adaptations, pardon. Donc l'adaptation de Stephen King, hein, la première de Cimetière, c'est réalisé par une femme qui s'appelle Mary Lambert. American Psycho, qui est quand même un film très très gore et très très violent, qui est l'adaptation de Bret Easton Ellis, est réalisé par une femme, Mary Harron. Des remakes donc aussi de films qu'on dit cultes, hein, comme Candyman, ont été récemment réalisés par une femme. Donc ici, l'adaptation de Nia DaCosta, qui est sortie en 2020, 2021, je ne sais plus le temps, bref, récemment. Il y a moins de 2 ans, c'est sûr. Et puis donc La Fête sanglante, hein, qui a été réalisée par une Canadienne aussi. Les femmes, sont toujours présentes. Alors, j'en ai parlé un petit peu avant, mais je vous conseille vraiment de voir Vorace, qui est un film peu connu, pas assez connu pour la qualité. Alors, l'affiche est un peu nulle par rapport au contenu, parce qu'en fait, c'est un western. Bon. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un problème de marketing autour de ce film, c'est même sûr. Donc, qui est réalisé par une femme, Antonia Bird, et c'est un film vraiment remarquable, hein, je vous encourage à le voir. Alors, c'est un peu cannibale quand même, hein, mais c'est plutôt du western que du film d'horreur. Alors en France, on a aussi des femmes cinéastes, parce qu'un autre préjugé autour du cinéma d'horreur, en plus qu'il ne serait pas féminin, dans le sens réalisé par des femmes et vu par des femmes, c'est qu'en France, on ne sait pas faire de films d'horreur. Bon, alors là, on va faire double emploi. En France, il y a beaucoup de films d'horreur, il y a beaucoup de cinéastes qui font des films de genre, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, j'en profite pour le dire, et il y a même des femmes. Donc, je vous citerai juste, Dans ma peau, Marina Devan, hein, qui a réalisé Dans ma peau et Dark Touch, entre autres. Trouble Every Day, qui passe ce week-end au Forum, hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite. Alors là, on a un type de cinéma d'horreur qui est aussi associé à la figure de l'auteur, donc un cinéma avec des cinéastes en fait qui ne font pas que du cinéma d'horreur, pas que du cinéma d'exploitation, voire même pas du tout de cinéma d'exploitation pour Claire Denis, qui appartiennent plutôt à ce qu'on appelle le cinéma d'auteur en France, mais qui font des petites incursions comme ça dans le cinéma d'horreur. Donc c'est un genre qui attire aussi des femmes cinéastes qui viennent de tous les horizons. Et je vous conseille aussi évidemment de voir La Comtesse. Julie Delpy, qu'on connaît plus pour ses comédies new-yorkaises,
romantique et très bavarde et très rigolote, elle fait aussi autre chose. Elle adore le cinéma d'horreur, Julie Delpy, et elle a réalisé ce film qui s'appelle La Comtesse, qui est consacré à la comtesse Bathory, qui donc, dont la légende raconte qu'elle se baignait, elle tuait des jeunes vierges pour se baigner dans leur sang et ainsi rester jeune. Voilà, donc c'est un film quand même, un film d'époque, on va dire, un film en costume et d'horreur, réalisé par une femme française. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Et je vous invite aussi à découvrir l'œuvre tous les films de Lucile Hadi-Halilović, qui là pour l'instant a réalisé 2 longs métrages, et le 3e, je ne l'ai pas encore vu, c'est l'image que vous voyez en bas à gauche qui s'appelle Earwig. Alors je ne sais pas s'il y a une date de sortie en France, mais il tourne déjà en festival, donc j'espère qu'on va le voir bientôt, j'espère qu'on va le voir en salle. Mais sinon, Innocence et Évolution, qui sont des films vraiment fantastiques, avec des passages un peu horrifiques, mais plutôt des films fantastiques. Et on voit, ça m'a frappé en mettant les images, qu'il y a quand même une grande cohérence visuelle dans l'œuvre de Lucile Hadi-Halilović, et voilà, tout ce travail autour des couleurs et tout ce travail chromatique de jaune, vert, de teintes un peu qui évoquent quand même largement le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur. Donc des femmes qui font des films d'horreur, il y en a plein. Il y a même des femmes qui font des films de rape and revenge, donc des films de viol et de vengeance. C'est le cas de Coralie Farja, avec ce film-là qui est sorti je crois que c'était en même temps, c'était juste avant Grave, il me semble, ou en même temps. Donc Revenge, et évidemment Julia Ducournau, qui a réalisé donc pour l'instant Grave et Titane. J'en reparlerai. Donc les femmes sont là, sont partout, devant, derrière la caméra, et elles sont aussi à l'image, et elles appartiennent. Alors elles sont principalement déclinées sous 2 formes, on va dire. L'une est plus viable que l'autre à l'échelle de l'histoire. Donc on a les Scream Queens et les Final Girls, et c'est avec ces figures féminines-là que je voulais continuer cette seconde partie du cours. Alors, les Scream Queens, donc les reines du cri, les filles qui crient, à quoi ça sert ? C'est une bonne question. À quoi ça sert d'être une fille qui crie dans le cinéma d'horreur ? Ça sert à tout, en fait. Ça tient le film, parce que c'est grâce aux Scream Queens qu'on va pouvoir transmettre la terreur. C'est-à-dire que les Scream Queens, elles sont à la fois l'incarnation de l'image et du son de la terreur. Et donc, par exemple, notamment Éric Dufour, mais il y en a plein d'autres, donc dans son livre « Le cinéma d'horreur et ses figures », il nous dit que le son, c'est vraiment ce qui rajoute du pouvoir à l'image, évidemment, et que l'une des caractéristiques du film d'horreur, c'est de gérer la durée. Et le cri, qui est quand même souvent long, permet de gérer cette durée. Et les Scream Queens, en fait, sont, dans le cinéma d'horreur, une des seules sources intradiégétiques, donc qui appartiennent au monde du film, une des seules sources intradiégétiques de terreur auditive. Je vais m'expliquer après, je vais développer après, mais par exemple, quand on pense à Psychose, qui est quand même une sorte de pré-slasher, Psychose, on se rappelle de la musique de Psychose, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pendant la scène pendant qu'on entend cette musique de Bernard Herrmann, on entend autre chose, et je vais vous le passer. Alors, je vous préviens, normalement on a réglé le son, mais ça... Voilà. Je vais faire des... Bon, donc, effectivement, la musique de Bernard Herrmann fait peur. Ça, on est tous d'accord, et je ne vais pas vous faire une analyse de la musique dans le film. Mais quand même, derrière la musique, il y a quand même les cris de Janet Leigh, qui est en train de se faire poignarder sous la douche. Et donc,
le cri, là, il est vraiment utilisé comme un instrument de la terreur au même titre que la musique. Ils se font vraiment dans la musique. Et c'est vraiment un moment clé du cinéma d'horreur, ce moment où on entend le son de la terreur. Et le son de la terreur, il est féminin dans le cinéma d'horreur et il est porté en général donc par la figure de la Scream Queen, qui est souvent mise à mort. On verra qu'elle se distingue en ça souvent de la Final Girl. La particularité des personnages féminins, c'est que, en fait, évidemment, des hommes se font tuer aussi dans les films d'horreur. Alors là, je parle jusqu'à il y a quelques années. On verra que ça évolue, évidemment, mais les hommes et les femmes se font tuer dans le cinéma d'horreur, mais en général, le meurtre des hommes, il est souvent expédié assez rapidement. Et ce qui est mis en scène, c'est la mort du personnage féminin. Et de la même façon, le son de la douleur ou de la terreur masculine, il est souvent étouffé, il est souvent caché. Pour résumer, dans les films d'horreur, les hommes meurent en général vite et en silence, alors que la Scream Queen, elle endosse toutes les caractéristiques audiovisuelles de la terreur. Et cette caractéristique féminine du cri, de la terreur, on le retrouve dès les génériques des films. Donc je me tais. Donc, en même temps que l'on voit s'afficher le titre Scream, donc le cri, on a le cri. Voilà, si jamais on n'avait pas compris qu'on allait voir des femmes se faire étriper, c'est bon, on a double, le message est redoublé. Donc on a le cri, le titre du film, et ça avant même que le film ne commence. Et avant même le premier meurtre. Alors je vous préviens, on reverra tout à l'heure la scène en entier. Donc l'introduction du film commence souvent par cette mise en scène de la terreur féminine. Les premiers plans de Vendredi 13, alors la version de 2009, donc le remake de Massacre à la tronçonneuse 3 par exemple, ou de Massacre à la tronçonneuse, la version de 2006, tous ces films, et les images du générique aussi de la version de 2003, là je vous ai pas mis toutes les... Enfin, on pourrait faire toute une liste, mais ces films en fait commencent par des femmes qui hurlent, des images de femmes hurlantes. Donc il y a vraiment cette idée de tout de suite nous mettre dans le bain de l'horreur par la souffrance et la peur féminine. Donc le cri des femmes fonctionne comme un point d'entrée dans l'horreur finalement. Et les Scream Queens, elles sont, alors certes ce point d'entrée, mais elles sont aussi moteurs de la narration, puisque les femmes en fait et la terreur féminine va agir comme des ressorts narratifs. Par exemple, le cri va servir à exprimer un danger, à exprimer la douleur ou à appeler à l'aide, ce qui va déclencher d'autres actions. Alors, je ne vais pas développer... il y a des exemples assez précis de films où, en gros, plus la Scream Queen hurle fort, plus le tueur en face se déchaîne. Et dans Massacre à tronçonneuse, le Next Generation, lorsque oui, c'est ça, c'est dans le deuxième volet de Massacre à tronçonneuse, ce qui est un peu parodique, même très parodique, lorsque la Scream Queen crie, le tueur en face hurle et essaye de la tuer, mais il arrête d'essayer de la tuer quand elle arrête de crier. Donc il y a vraiment une relation très très claire, mais très parodique aussi, entre plus tu cries, plus je vais essayer de te faire du mal, avant même que j'ai réussi à te faire du mal, évidemment. Donc le cri de la Scream Queen, en fait, il influence l'état d'esprit du tueur dans ce film-là qui est quand même plutôt parodique. Et donc la puissance du son et le cri dans les films d'horreur féminins, la puissance du son et du cri féminin dans les films d'horreur va avoir des effets d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue visuel. Et notamment, on a une multiplication des scènes où le tueur va faire taire la Scream Queen. Donc, par exemple, dans
dans Massacre à tronçonneuse Next Generation, donc, Leatherface, donc le méchant de Massacre à tronçonneuse, se moque de la Scream Queen en hurlant lui-même et en l'enfermant ensuite dans un congélateur parce qu'il ne veut plus l'entendre. Et il veut, bon, en plus la tuer évidemment, mais c'est surtout pour la faire taire qu'il la met dans le congélateur. Elle va se faire ensuite arracher la langue et brûler vive, comme ça, ses attributs, on va dire, audio et visuels sont détruits l'un après l'autre. Dans Jason 10 et dans Vendredi 13, le remake, les Scream Queens sont réduites au silence en étant étouffées dans un sac de couchage. Et encore plus explicite, alors dans La Maison de cire, le remake, le tueur va coller à la superglue les lèvres de la Final Girl. Donc, ce qui ne sert absolument à rien d'un point de vue... en tant que tueur, ça ne sert à rien de lui coller les lèvres. Par contre, ça la fait taire. Donc il y a quand même cette idée de... sachant qu'ils sont dans une maison seuls, elle ne pouvait pas de toute façon alerter les gens en criant. Donc c'est vraiment pour juste lui et ne plus l'entendre. En tout cas, voilà, la Scream Queen, c'est un moteur essentiel au cinéma d'horreur et au slasher en particulier. Mais la Scream Queen, c'est un personnage féminin qui a une histoire ancienne à l'échelle de l'histoire du cinéma. Et je vais juste vous présenter deux pionnière de Scream Queen à qui l'on doit beaucoup. Je dis pour les amateurs comme moi de cinéma d'horreur, sont vraiment des actrices et des personnages extrêmement importants. Donc je vais juste vous présenter Elsa Lanchester et Fay Wray. Donc Elsa Lanchester, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si quelqu'un en a déjà entendu parler, mais quand je vais vous montrer qui elle joue, je suis sûre que ça vous connaissez. Donc là, Elsa Lanchester, pour l'instant, bon, à part les fans. Voilà, c'est la fiancée de Frankenstein. Alors pour le coup, c'est la fiancée de Frankenstein, c'est vraiment le type de personnage, même si on n'a pas vu le film, on connaît le visuel de ce personnage et on a déjà vu, parce qu'il suffit d'avoir vu n'importe quelle série américaine où il y a une fête d'Halloween pour qu'il y ait un personnage qui ait des traits électriques dans les cheveux. Et en fait, voilà, c'est la fiancée de Frankenstein. C'est vraiment cette fiancée... elle est vraiment dans l'imaginaire collectif américain et aussi européen. C'est un personnage qui est devenu vraiment une icône de la culture populaire. On la retrouve déclinée de plein de façons, donc dans les séries quand les personnages se déguisent, mais aussi de façon très explicite. Là, au milieu, c'est le Rocky Horror Picture Show, et puis à droite, c'est un chien dans Frankenweenie de Tim Burton. Et Tim Burton a décliné plusieurs fois la fiancée d'ailleurs dans ses films. Donc Elsa Lanchester, que vous voyez ici, dans La fiancée de Frankenstein, qui date de 1935, qui est réalisée par James Whale, qui est le deuxième volet de Frankenstein par James Whale. Elle joue Elsa Frankenstein, voilà. C'est ça, Elsa Frankenstein, c'est un beau lapsus. Elle joue donc Elsa Lanchester. Elle joue un double rôle puisqu'elle incarne dans le film Mary Shelley, donc l'auteur de Frankenstein, et elle joue aussi la femme donc créée pour servir de compagne au monstre. Et c'est vraiment ce deuxième personnage de la mariée la mariée hurlante aux cheveux électriques, qui va devenir une icône du cinéma d'horreur. Alors je vous le dis avant de vous montrer l'extrait. Elsa Lanchester, c'est une actrice anglaise qui a aussi fait beaucoup de danse, qui a notamment travaillé avec Isadora Duncan et qui a appréhendé le rôle de la fiancée d'une façon assez chorégraphique. Et elle a une façon de bouger qui est assez... alors déjà, sa façon de bouger est très chorégraphiée. Et en plus, elle a voulu mélanger pour ce personnage donc tout le côté danse et alors une sorte de lien avec des oiseaux. Donc elle fait assez automate, elle fait assez oiseau, et elle voulait faire au niveau du bruit, elle voulait imiter elle s'est inspirée des cygnes qui étaient dans le parc dans lequel elle se promenait avec son mari. Et qui faisait des espèces de bruits assez horribles. Et donc, elle a essayé de reproduire tout ça pour faire ce personnage-là, qui va vraiment, en fait, ne durer que 4 minutes à peine dans le film, mais qui va marquer l'histoire du cinéma en quelques minutes. Donc, je vous montre ce que ça donne dans le film. Et ce que je vais vous montrer, c'est vous avez l'intégralité de la présence de la fiancée dans le film.
Bride of Frankenstein. Friend? Friend? Stand back! Stand back! She hates me, like others. Look out! The lever! Get away from that lever! You'll blow us all to atoms! Donc voilà, la scène dure 3 minutes à peine, et fin de la fiancée de Frankenstein. Donc c'est un personnage qui a vraiment marqué les imaginaires, qui est resté vraiment ancré, qu'on retrouve décliné sous plein de formes, et qui est vraiment très typique de la Scream Queen. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté un peu pin-up, avec donc les yeux écarquillés, la bouche très maquillée, et le cri, évidemment, qui est donc le cri de la Scream Queen. Ici. Mais alors, Elsa Lanchester, j'ai failli dire Elsa Frankenstein, Elsa Lanchester, elle a vraiment été associée à l'horreur par ce rôle-là, qui est très marquant, mais une autre pin-up de l'horreur, j'ai envie de dire, qui a vraiment marqué sur toute une carrière le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique, c'est Fay Wray, donc, que vous connaissez sans doute par ses rôles, notamment dans King Kong. Dans King Kong, dans Les Chasses du Comte Zaroff, d'autres films aussi, dans Dr. X, dans la première version du masque de cire, du musée de cire, c'était la maison de cire, voilà, je vais y arriver. Dans la maison de cire, donc c'était aussi Fay Wray. Donc c'est vraiment, elle est vraiment considérée comme la première Scream Queen de l'histoire du cinéma, et dans le sens où elle a aussi fait toute sa carrière là-dessus. Elle a commencé justement sa carrière comme Clara Bow d'ailleurs, en intégrant donc les Wampas, donc c'était une sorte de brochette de starlettes élues chaque année par une association de publicitaires, liée au cinéma américain. Donc là, et qui organisait une cérémonie tous les ans, qui faisait beaucoup d'ombre aux Oscars, évidemment, puisqu'il y avait plein de starlets, et donc qui a disparu en 1934. Elle est dans une promo où elle a côtoyé donc John Crawford aussi, donc et Dolores Del Rio. Et elle est devenue vraiment, Fay Wray, une icône de la culture populaire, grâce notamment aux films qu'elle a tournés avec la RKO, donc ceux dont je viens de vous parler. Déjà, alors avant King Kong, même si voilà, les films ont été tournés à peu près en même temps, mais en 1932, avec Les Chasses du Comte Zaroff, déjà, en fait, elle va finalement créer
la Scream Queen dans le sens où elle va apporter du glamour et du sex appeal en fait au cinéma fantastique, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et elle va d'ailleurs mettre en place avec son personnage ce qui devient une sorte de gimmick dans le cinéma fantastique et d'horreur, c'est ce que j'appelle le striptease involontaire. Donc la façon dont les personnages féminins vont se déshabiller ou être déshabillés par tout un tas de choses, de créatures, d'éléments du décor, d'éléments naturels, etc., au fur et à mesure du film. Donc le cliché, c'est voilà, évidemment la fille qui est agressée au moment où elle est en train d'aller prendre sa douche, où elle est au réveil, où elle est en train d'aller se coucher, etc. Là, Fay Wray, elle, dans Les Chasses du comte Zaroff, elle est obligée de s'échapper. Donc c'est un film qui raconte en gros un chasseur dont le gibier préféré est l'humain, donc, et qui recueille des naufragés sur son île pour les chasser et les tuer. Et donc elle s'échappe avec un autre naufragé, et évidemment elle était en robe de soirée à ce moment-là, ce qui n'est pas très pratique pour la jungle et qui donc s'accroche très facilement dans les branches et dans les ronces. Et donc petit à petit, sa robe, elle se déchire et on voit de plus en plus de peau. Voilà. Donc là, on le voit très clairement dans les captures d'écran, elle va de plus en plus être dénudée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, et jusqu'à la parodie, jusqu'à la caricature dans le cinéma d'horreur. Donc là, pour le coup, le striptease subi, on va dire, déshabillage subi, il a évidemment trouvé sa place dans King Kong pour donner cette scène très connue du film. Et c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver de façon récurrente dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma fantastique, ce moment où il va falloir déshabiller d'une façon ou d'une autre l'héroïne. Dans King Kong, King Kong, pour moi, ce qui constitue quand même peut-être le premier cri d'une Scream Queen de toute l'histoire du cinéma, c'est intéressant parce que, alors je pense que vous avez peut-être vu King Kong. Si vous ne l'avez pas vu, je vous rappelle rapidement, c'est l'histoire d'un réalisateur qui trouve une jeune femme qui s'appelle Anne Darrow dans la rue, qui meurt de faim. Quand même, il faut rappeler le contexte. Au début du film, elle est affamée, et il lui propose, en échange d'argent, de faire et de manger surtout, de venir tourner un film avec lui, et qui nécessite de prendre un bateau et d'aller rejoindre une destination à peu près pas très claire. Et donc il va la faire travailler, lui faire répéter son rôle sur le bateau en attendant d'arriver sur l'île. Et là, c'est la séquence que je vais vous montrer. Donc vous allez voir, en fait, le premier cri du film, et peut-être le premier cri de la première Scream Queen de l'histoire du cinéma, ici, en 1932, c'est un cri de fiction. C'est un faux cri. Un cri qui, pour l'instant, n'est pas relié à un vrai monstre. Mais évidemment, ça ne va pas tarder, puisqu'ils vont bientôt débarquer sur l'île
pour la scène que vous avez vue après. Camera. Look up slowly, Ann. That's it. You don't see anything. Now look higher. Still higher. Now you see it. You're amazed. You can't believe it. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away. There's no chance for you, Anne. No escape. You're helpless, Anne. Helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed. Try to scream, Anne. Try. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life. What's he think she's really gonna see? Donc voilà, elle s'est entraînée pour le futur cri qui aura lieu. Là, je vous montre juste en quelques secondes parce que je vois le temps qui défile. Et donc là, ils sont arrivés sur l'île, elle a été capturée. Là, le premier vrai cri face à une vraie terreur qu'elle a répété. Donc, le premier cri de la première Scream Queen est un cri de fiction. Les femmes, là, je vous ai montré plutôt des femmes victimes quand même si Anne Darrow ne meurt pas à la fin de King Kong. Mais quand même, globalement, les femmes sont quand même très souvent des victimes. Mais se développent quand même petit à petit des personnages féminins qui sont à la fois victimes et combattantes. Et c'est notamment ce que théorise Carol Clover dans son ouvrage et qu'elle a nommé la Final Girl. Donc la Final Girl, elle nous explique, cette auteure, Carol Clover, que c'est finalement le produit des luttes féministes, puisque pour elle fait remonter la Final Girl aux années 70. Et à Massacre à la tronçonneuse, et c'est la femme qui se bat pour survivre. Et donc, effectivement, c'est là le personnage féminin qui va survivre à la fin, la fille finale. Donc, la Scream Queen, elle va évoluer petit à petit vers cette forme plus viable qui est la Final Girl. Je vais accélérer. La mise en scène de cette femme victime, on l'a vu, c'est vraiment une ouverture de choix pour de nombreux films. Alors, je vais juste vous montrer l'extrait de Scream, donc la séquence d'ouverture. Je vais accélérer un petit peu le début. Donc, vous vous rappelez, il y a le cri, tout ça, et on arrive au moment du téléphone. Je vous montrerai pas en entier, mais... Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Take it easy. Hello? I'm sorry. I guess I dialed the wrong number. Well, so why'd you dial it again? To apologize. You're forgiven. Bye now. Wait. Don't hang up. What? I want to talk to you for a second. They've got 900 numbers for that. See ya. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Guess.
Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Well, the first one was, but the rest sucked. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. That's not what you said. What do you think I said? What? Hello? Look, I gotta go. Wait, I thought we were gonna go out. Nah, I don't think so. Don't hang up on me. Bon, je suis obligée d'arrêter, mais vous voyez que la séquence dure 12 minutes. C'est la enfin, je n'avais pas prévu de vous passer 12 minutes, mais c'est la séquence d'ouverture. Donc les 12 minutes sont utilisées pour terroriser donc, Drew Barrymore. Drew Barrymore qui d'ailleurs était connue, son premier rôle, le premier rôle de Drew Barrymore, qui est l'actrice que l'on voit ici, c'était la petite fille dans E.T. qui hurle quand on ouvre le placard. Donc à mon avis, elle n'a pas été choisie par hasard non plus. Elle est aussi connue pour être une fille qui crie. Et en tout cas, là, les 12 minutes servent vraiment à faire monter sa terreur à elle, et le meurtre de son petit ami qui va avoir lieu là sous peu sert à augmenter sa terreur. Il est mis en scène de façon très très expéditive. Ce qui compte là, c'est de la montrer elle en train de souffrir. Donc là, on est vraiment dans voilà, la femme victime, mais toutes les femmes ne sont pas égales face au tueur, et le meurtre des femmes vraiment effectivement est au cœur du genre horrifique, mais il y a quand même une corrélation assez directe entre l'expression de la sexualité et la durée de vie. Plus une femme va être visiblement sexualisée, plus elle est tuée rapidement. Et ça, c'est surtout valable pour les premiers slashers. Donc, c'est ce que Carol Clover appelle la post-coital death. Dès les premiers slashers, donc que ce soit Halloween ou Vendredi 13, la sexualité est vraiment réprimée, d'autant plus qu'elle est exprimée par un corps féminin. Donc, dans Halloween, hein, le premier meurtre que l'on voit, la première scène, c'est le meurtre de la sœur de Michael Myers, qui vient, a priori, qui est nue dans sa chambre et qui vient d'avoir un rapport sexuel ou qui s'apprêtait à en avoir un. Ce qui permet aussi, évidemment, d'insérer tout un tas de plans sur la poitrine, etc., des femmes. Si j'ai intitulé cette partie donc une féminité à éliminer, c'est que donc plus la femme est sexualisée, plus elle est aussi tuée de façon affreuse. Par exemple, ici, dans La Maison de Cire, donc, on a Paris Hilton, hein, qui est utilisée. Donc, à l'époque, elle est en pleine gloire. C'est une des premières. C'est une sorte de pré-Kim Kardashian pour les plus jeunes de la salle. C'est une sorte de starlette, richissime, qui faisait de la télé-réalité et qui aussi faisait des films. Et donc, où elle joue la Scream Queen qui se fait tuer. Vous voyez que le réalisateur, le film, s'acharne à la tuer de façon très ridicule. Et encore, je ne vous la mets pas en mouvement puisque sa tête glisse sur le pieu de façon lente et elle bave et elle louche en même temps. Donc il y a vraiment l'idée de détruire ce qui était présenté auparavant comme joli et comme sexy et comme attirant sexuellement. De la même façon, je ne vous mettrai pas extrait parce que je n'ai pas le temps, dans le remake de Vendredi 13, on a la Scream Queen qui est présentée comme hyper... très athlétique, très sportive, avec un corps parfait, que l'on voit donc faire du ski nautique, avec sans haut de maillot de bain. Donc on voit évidemment sa poitrine. Et ensuite, le tueur va la traquer et va la tirer sous le ponton. Et dans cette séquence, donc là je vous ai mis le déroulé de la séquence, le tueur va arriver par le dessus avec sa machette, planter la machette dans sa tête et tirer la machette, ce qui va avoir pour effet de la soulever de l'eau, ce qui permet de la voir mourir et de voir ses seins en même temps, alors qu'on ne voyait pas ses seins avant. C'est tout l'ambiguïté, évidemment, du cinéma d'horreur, enfin, et l'exploitation du corps féminin dans le cinéma d'horreur qui, effectivement, est une vraie réalité. Pareil, dans Souviens-toi l'été dernier, alors le slasher, hein,
Sarah Michelle Gellar, elle est montrée comme une reine de beauté dans le film, et le tueur va s'acharner sur elle en lui coupant les cheveux, en la rendant donc entre guillemets moche par rapport à ce qu'elle était à sa définition précédente, et va essayer de la brûler, de déchirer ses vêtements, etc. Donc il va s'acharner à détruire ce qui était défini auparavant comme une féminité enviable et attractive. Voilà. Donc ces femmes victimes, effectivement, elles sont extrêmement présentes, mais il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête, il faut que les filles se rebellent. Et donc, on a cette variation de la Scream Queen qui va évoluer depuis 1974 et depuis Massacre à tronçonneuse, vers la forme de la Final Girl, donc décrite par Carol Clover. Et donc, le survivant du cinéma d'horreur, la victime est majoritairement féminine, mais le survivant est en général une survivante, donc que l'on appelle la Final Girl. Elle a quand même les attributs auditifs, on va dire, de la Scream Queen. La Final Girl, elle crie beaucoup aussi, mais elle survit, elle se bat, elle parvient parfois à tuer le monstre ou le tueur, mais pas toujours non plus. En tout cas, elle se sauve. Et en tout cas, dans les premiers slashers, elle doit, en contrepartie, en général, sacrifier sa féminité classique, on va dire. Et donc, dès le début du film, en fait, on peut assez facilement distinguer la Scream Queen de la Final Girl, autrement dit celle qui va mourir de celle qui va survivre. Le physique et la liberté sexuelle de la Scream Queen sont mis en avant, et alors que les qualités morales et intellectuelles de la Final Girl vont plutôt la définir. Donc la Final Girl, ce serait, en tout cas dans les premiers slashers, plutôt le pendant moral, le pendant vertueux, de la Scream Queen originelle. Par exemple, dans la série Scream, donc vous voyez en haut à gauche, Sidney Prescott, dans le premier Scream, est vraiment présentée comme elle est présentée comme vierge, traumatisée par le meurtre de sa mère qui a été assassinée à cause d'une vie sexuelle et sentimentale débridée. Donc, dans le premier film, c'est au moment où elle va perdre sa virginité que elle va devenir victime, elle va passer de l'autre côté, et elle devient donc une femme qui peut être tuée, comme si, et c'est ce que soulignent les personnages dans le film, la virginité était une sorte de protection magique contre les tueurs, contre les meurtriers fous des films d'horreur. Et donc vous voyez que physiquement, on a tout de suite on a des personnages qui s'opposent. Donc en haut à gauche, c'est la Final Girl et la Scream Queen, enfin l'une des Scream Queens de Scream. En bas, vous avez Massacre à tronçonneuse. Donc on a la Scream Queen qui est montrée de façon beaucoup plus sexy, avec beaucoup plus dénudée, etc. La Final Girl et la Scream Queen de Vendredi 13 en haut à droite, et de Halloween en bas à droite. Et à chaque fois, effectivement, vous avez une hypersexualisation de la Scream Queen, et au contraire, on va avoir une Final Girl qui est beaucoup plus sage, qui, vous voyez là, on a avec l'héroïne de Laurie Strode, l'héroïne d'Halloween, qui a le combo, les livres, le pull avec le col roulé, plus un gilet, plus elle garde un enfant, donc elle est babysitter, donc elle est protectrice, etc. Donc les deux types de femmes se distinguent très très explicitement dans les premiers slashers, donc dans les années 70 et même jusqu'aux années 80. Alors, être une Final Girl, ça a quand même, heureusement, il y a une évolution. Dans les années 70, être une Final Girl, ça consistait surtout à hurler et à s'enfuir. Donc, notamment, donc l'archétype de la Final Girl des années 70, c'est Massacre à tronçonneuse. Donc, dans Massacre à tronçonneuse, l'héroïne, les 10 ou 20 dernières minutes du film, elle court pour s'enfuir. Et là, vous voyez la dernière image du film où elle a été récupérée. Donc, elle ne tue pas, elle ne cherche pas à tuer le monstre, elle cherche juste à survivre. Donc, elle survit dans les années 70. Dans les années 80, donc à partir d'Halloween, de Vendredi 13, mais aussi de Freddy, les Final Girls, elles sont actives. Elles vont se battre, elles vont attaquer le monstre, elles se retournent contre lui. Et petit à petit, on va sortir de la figure androgyne et un peu asexuée qui a été décrite par Carol Clover et dont je viens de vous parler, notamment avec Freddy
Donc là, vous voyez au milieu, l'image du milieu des années 80. Freddy, où l'héroïne a un petit ami, a une vie sexuelle qui n'est pas problématique, qui n'est pas considérée comme une raison de plus de la tuer par le tueur. Donc dans les années 80, la Final Girl, elle se rebelle et elle appartient à un groupe de jeunes. Donc dans les années 80, le film d'horreur, en général, rejoint la problématique des teen movies. Et en montrant un groupe de jeunes qui seraient unis, solidaires, face à un monstre qui serait adulte et à des adultes qui ne les écoutent pas. La police, les professeurs, etc. ne prennent pas du tout en compte leurs problèmes. Et donc, il y a vraiment une union entre les jeunes. Et dans les années 90, et notamment avec le film Scream, et donc avec Wes Craven, qui était pourtant le réalisateur de Freddy, dans les années 90, le tueur n'est plus l'autre, donc l'adulte ou le monstre, mais fait partie du groupe de jeunes. Donc la Final Girl, elle se bat, donc là vous voyez Sidney Prescott dans Scream, elle va se battre, mais en fait contre tous, parce qu'il y a un climat paranoïaque qui s'installe et tout le monde est suspect. Ce qui n'est absolument pas le cas dans Freddy, par exemple. Dans Freddy, on sait qu'on peut compter sur ses copains et que le tueur est forcément étranger à la bande. Dans les années 90, il n'y a plus de groupe solidaire. On n'a plus de génération adolescente qui va faire front face aux adultes. Au contraire, on est dans quelque chose qui est très loin de la transgression, avec les adultes et les institutions qui vont apparaître comme des ressources utiles et de confiance. Et dans Scream, par exemple, on a, même si le soupçon pèse sur eux à un moment donné, on a la journaliste, on a le policier qui sont vraiment des sources de confiance. Donc la Scream Queen, elle évolue quand même, la Final Girl, évolue aussi avec les films d'horreur dans lesquels elle apparaît. Et aujourd'hui, on la retrouve. Alors, je vais passer sur ça parce que je n'aurai pas le temps, mais on la retrouve dans des remakes. Et on voit qu'elle est, comme je viens de le dire, en fait, elle est finalement parfois moins subversive que dans les années 80-90 où elle est apparue, puisque là, elle est complètement isolée et elle doit se battre seule. Et encore plus récemment, à partir des années 2000, on a des films qui se situent dans une perspective postmoderne. Et on a un traitement de la Scream Queen qui est assez particulier, les Scream Queens sont reconfigurées par cette lecture postmoderne du slasher et du cinéma d'horreur. La Final Girl, donc, et la Scream Queen des années 2000, elle varie comme ça, elle se reconfigure avec, alors soit la version positive, on va dire, du postmodernisme, c'est-à-dire qu'il y a tout un ajout de couches de sens dans le film et de références et un côté méta où on va avoir un entremêlement des films, des sources et des images, ou bien, si on peut dire, la version qu'on peut qualifier de négative, où la Scream Queen va devenir juste une espèce d'enveloppe vide où on a l'image de la pin-up hurlante et finalement on va garder juste l'enveloppe esthétique de la Scream Queen. C'est un avis personnel, mais pour moi, la série Scream Queens relève plutôt de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a vidé un peu la Scream Queen de son essence politique et on en a gardé juste l'esthétique. Mais en tout cas, après ça c'est une interprétation personnelle. Mais voilà ce que ça peut donner dans le genre Scream Queen postmoderne. On a cette lecture méta. Donc, je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez reconnaître évidemment les références.
Donc là, c'est une publicité pour la série Scream Queens avec donc Jamie Lee Curtis, qui est dans la vraie vie la fille de Janet Leigh, qui est elle-même celle que vous avez entendu crier dans Psychose tout à l'heure. Donc elle rejoue la scène de sa mère, en gros, comme bande-annonce de la série Scream Queen, sachant qu'on ne reverra pas cette séquence sous cette forme-là dans la série. Donc on a cette utilisation comme ça de l'imaginaire de la Scream Queen dans des productions extrêmement récentes. Et on a alors quand même des productions qui parodient et qui inversent les codes et les stéréotypes. Par exemple, donc je vous ai parlé tout à l'heure du remake de Fête sanglante. Et donc on a là, vous voyez, je vous ai dit, les Scream Queens de ce film-là prennent les armes pour organiser, en fait, pour attirer le tueur et le tuer. Et en fait, là, on inverse le regard aussi, puisque ce sont elles qui tombent sur une bande de garçons en train de jouer avec des oreillers et avec des plumes. Donc on a cette séquence où elles matent littéralement la bande de gars torse nu en train de danser. Et donc on voit leur visage complètement réjoui, on les voit qui regardent. Et donc là on a l'objet comme ça du regard qui change. On n'est plus du côté, le voyeurisme a changé de camp. Autre chose sur l'évolution de la Final Girl, donc dans les productions très récentes, donc là ce sont les derniers Halloween sortis et le tout dernier, il y a en 2019 et puis là en cette année. Enfin, en 2021, on a une sorte de transmission des compétences de la Final Girl de génération en génération. Donc là, dans Halloween, vous retrouvez toujours Jamie Lee Curtis, l'héroïne du premier Halloween en 78, qui, 40 ans plus tard, est devenue grand-mère et apprend à sa fille et à sa petite-fille à être une Final Girl. Et donc à se battre contre le toujours présent Michael Myers. Et donc on a comme ça cette sorte de transmission des compétences de la Final Girl. Je ne vais pas. Voilà. Je vais terminer sur ça. La Final Girl, elle est réinterprétée. Elle devient de plus en plus politique. Elle peut être utilisée de plus en plus politique. On a elle évolue. Par exemple, dans ce que fait Jordan Peele avec le film Get Out, où, alors évidemment, on n'est plus dans la Final Girl, mais dans ce que les auteurs comme Jeremy Maroun appellent le Final Subject. Donc là, on sort de la sexualisation des personnages. Donc là, on a un personnage qui survit et un film où le personnage qui survit est utilisé pour questionner le racisme systémique aux États-Unis et dans le cinéma, d'ailleurs, dans l'industrie du cinéma. Donc on a comme ça une évolution, une réinterprétation de ce personnage de survivant à des fins politiques autres que... autant dans les années 70, on était dans un personnage qui incarnait les valeurs du féminisme. Là, on est dans des personnages dans un personnage qui n'est pas le sujet du male gaze, du regard masculin, mais du regard colonial, du racisme, du regard raciste aussi, et qui va survivre, qui va essayer de survivre à tout ça. L'affiche de Get Out est extrêmement intéressante parce qu'elle reprend vraiment les codes des affiches comme Scream, par exemple, qui était comme ça, ce bandeau sur les yeux écarquillés. Donc on a vraiment explicitement un lien qui est tracé entre ces Final Girls et ce personnage-là, avec ce regard terrifié qui est mis en scène sur l'affiche. Je terminerai avec Titane, pour terminer sur un film réalisé par une femme, juste pour vous dire que donc avec Titane, on a là la deuxième Palme d'Or remportée par une femme après celle de Jane Campion en 92, qui était une demi-Palme d'Or, je le rappelle, parce qu'elle l'a partagée avec Jane Craig pour Adieu ma concubine. Julia Ducournau a remporté la Palme d'Or avec Titane, mais Titane, c'est vraiment, alors c'est bien parce que c'est une reconnaissance aussi du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique, des femmes réalisatrices, mais c'est aussi un film qui est dans une longue tradition du film d'horreur français, qui met en scène finalement des mères, des personnages. Alors, je n'en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu, mais des personnages, une sorte des figures féminines qui sont liées à la maternité.
Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement frappant dans l'histoire du genre horrifique français, qu'il soit réalisé par les hommes ou par des femmes d'ailleurs. On a énormément de femmes enceintes ou de femmes qui ont des rapports contrariés à la maternité. Je vous ai mis quelques exemples dans des genres très différents. Baby Blood, où cette femme est enceinte d'un bébé diabolique qui l'oblige à tuer des gens pour se nourrir. À l'intérieur, qui est un film où Béatrice Dalle va agresser une femme enceinte sur le point d'accoucher pour lui prendre son enfant. Et puis les films de Pascal Laugier, Saint-Ange ou The Secret, qui, chacun à leur manière, traitent de maternité et donc évolution, dont je ne vous en dis pas plus, puisque peut-être que vous irez le voir demain, mais qui traite à sa manière aussi de reproduction. Mais voilà, les femmes, la maternité dans le cinéma d'horreur, ce serait encore toute une histoire à développer. Mais en tout cas, les mères, c'est assez particulier, assez propre au cinéma d'horreur français. Donc je voulais terminer là-dessus. Et c'est aussi un sujet qui a été pris en main par les femmes réalisatrices de cinéma d'horreur. Et je m'arrête là parce que voilà, il est déjà 8h. Et si vous avez des questions ou des... Voilà, je m'arrête.